Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. C'est le premier épisode de l'année 2023, donc je tiens à vous souhaiter une bonne année et surtout une très bonne saison. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Geoffrey Milour, il est déjà intervenu avec Mathieu sur un précédent podcast et cette fois-ci, on va parler de tout ce qui est études posturales, bike fitting. Donc Geoffrey a réalisé un doctorat à l'université de Reims en collaboration avec Morphologix, c'est une société qui propose une solution d'études posturales, il reviendra en détail dessus. Ensuite, il a fait 1 an et demi de postdoc à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc il a pu voir un petit peu les méthodes anglo-saxonnes sur le monde du fitting. Et aujourd'hui, il est attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Nantes. Salut Geoffrey, bienvenue sur le podcast. Du coup, la question habituelle pour tout le monde, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton expérience, ton cursus universitaire ? Salut Maxime, merci pour l'invitation déjà. Je m'appelle Geoffrey Milour. Je suis un pratiquant du cyclisme depuis de longue date, depuis les années cadets, junior, espoir, où j'étais vraiment au niveau. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de faire mon master à la Fédération française de cyclisme, puis une thèse à l'université de Reims, en collaboration avec la société Morphologix, qui est spécialisée dans l'étude posturale du cycliste et qui donc conçoit des outils pour les magasins de cyclisme, les professionnels de la santé qui veulent développer de l'étude posturale dans leur service. Et donc le titre de ma thèse exactement, c'était optimisation de la performance par une approche optimisation de la position par une approche systémique de la performance, et ça pour des individus de diverses morphologies. Donc c'était un petit peu le caractère assez original de ma thèse, c'est que je me suis intéressé à des enfants, à des adultes, à des personnes en situation de handicap, à des professionnels, à des amateurs, donc un public très large en fait qui correspondait à l'ensemble du public qu'on accueillait chez Morphologix. Et donc voilà, j'ai fait ma thèse sur 3 ans et demi, donc c'était une thèse CIF. Et par la suite de ça, je me suis envolé pour le Canada, où j'ai travaillé avec le laboratoire de technologie et d'innovation pour la performance sportive, qui est basé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc j'ai continué à travailler sur l'optimisation de la position en cyclisme. On a développé toute une offre de formation au sein du campus, et comme je disais, pour des professionnels de la santé ou des magasins de cyclisme. On a également écrit un livre sur le positionnement qui est en finalisation actuellement. Et d'un autre côté, je me suis aussi intéressé à tout ce qui touche à la modélisation de la performance en cyclisme, donc sur un autre versant de la Terre. Et donc voilà un petit peu pour mon CV. Ouais, donc tu as bien balayé, on va dire, le monde de la position. Aujourd'hui, globalement, l'étude posturale, ça évolue. Moi, personnellement, tu vois, j'en fais depuis 4-5 ans. Et au départ, dans le nord de la France, je pense que j'étais quasi un des seuls. Et aujourd'hui, tu as énormément de magasins qui se sont mis, il y a énormément de systèmes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un point important pour optimiser confort, blessure, performance. Toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu peux dire sur tout ça, sur ces aspects? Donc c'est vrai que moi à l'origine donc j'étais avec Morphologix, ce qui fait on travaillait avec une étude posturale, un système d'étude posturale. Par la suite, quand je suis allé au Canada, j'ai eu la chance en fait de pouvoir toucher un petit peu à tout ce qui se fait dans le domaine. C'était parce qu'en fait ils avaient un laboratoire ultra développé qui intégrait tous les outils qui existent, aussi bien pour l'analyse cinématique que l'analyse aérodynamique. Donc, je pense que l'offre aujourd'hui s'est nettement élargie pour les magasins, ou les professionnels du positionnement. Et ça permet donc d'avoir vraiment une approche complète, aussi bien sur l'aspect confort, on va dire, quand on déjà base dans un premier temps sur des mesures anthropométriques, des mesures cinématiques, plutôt des angles articulaires. Ça permet vraiment de positionner la personne dans une position qui lui permettra de pédaler dans de bonnes conditions, sans douleur, si on respecte les normes qui ont été développées dans la littérature ou par les entreprises spécialisées dans le bike fitting, mais également d'autres outils qui sont apparus pour aller encore un peu plus loin sur l'aérodynamisme, avec des outils pour faire des scans 3D, ou pour uniquement avoir la surface frontale de l'individu, et sans avoir besoin d'aller en soufflerie, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années. Donc l'offre, c'est, voilà, comme je disais, beaucoup élargi, et ce qui donne les clés pour aller chercher à la fois la performance et le confort chez les cyclistes. Donc, Ouais, c'est une thématique qui est vachement intéressante et
En fait, il faut pas les négliger. On passe énormément d'heures sur le vélo et du coup, au final, mal posé, ça peut amener des blessures et de l'inconfort. Donc, je pense que déjà, pour le tout cycliste, s'intéresser ou se questionner sur sa position va l'amener dans une logique de performance et optimisation du confort. Et après, pour moi, en triathlon et chrono, la position, elle doit être partie prenante de la performance parce qu'au final, on sait l'impact de la position sur l'aéro, donc c'est ultra important. Oui, et puis c'est vrai qu'il y avait une chose que j'avais remarqué quand je travaillais vraiment chez Morphologix, parce que pour le coup, autant j'ai un aspect, maintenant je suis plus sur le côté chercheur, alors qu'avant j'avais à la fois le côté chercheur, mais aussi le côté intervenant auprès des cyclistes, quand j'étais où j'accueillais vraiment des cyclistes de tout niveau, et ils venaient souvent nous voir en finale quand ils étaient déjà blessés. Donc, on va dire 80%, en fait, on va dire à 60% du temps, les personnes étaient blessées. 20%, c'était plutôt des triathlètes contre la montre qui venaient vraiment pour l'aspect performance. Et au final, il restait à peine 15-20% des gens qui venaient juste pour anticiper les blessures, travailler leur position en amont. Et donc, on était plutôt dans une démarche de correction plutôt de prévention des blessures, ce qui est un petit peu dommage, je pense, parce que des fois, une fois que la blessure est là, on a beau baisser ou lever la selle ou travailler sur le réglage de cale, ben, quand la blessure s'est installée, c'est très dur d'y remédier de façon mécanique avec uniquement le matériel. Donc, l'étude posturale, ça a vraiment cet aspect de prévention de la blessure et c'est intéressant, c'est important que les cyclistes soient sensibilisés à cela pour faire une étude dès qu'ils achètent un vélo ou dès qu'ils commencent à vraiment s'impliquer dans la pratique. Parce que bon, on sait tous que si on va uniquement à faire du vélo le dimanche une dizaine de kilomètres avec les enfants, on va pas avoir de blessures. Par contre, le jour où on se met à faire des sorties de 3 à 4 heures, parce qu'on a envie de s'impliquer dans le vélo et puis parce on est motivé, bah, c'est là que les blessures arrivent. Donc, si on n'a pas fait une étude posturale avant ou si on n'a pas au moins respecté certaines règles de base, bah, on a de bonnes chances d'être confronté à des tendinites, à des douleurs dorsales ou voilà, de devoir tout simplement arrêter de rouler dès qu'on a à peine après avoir commencé. Là, je te rejoins complètement. C'est vraiment le type de client que je rencontre aussi. Soit ils arrivent et en fait, ils sont déjà blessés. Ils ont des douleurs un peu partout, cassés, mal au dos, à la nuque. Et en plus de ça, ils ont touché à leur position plein de fois en amont. Donc en fait, tu sais même pas ce qu'ils ont touché parce que sur les 2 derniers mois, ils ont changé la selle, baissé, reculé, modifié le poste de pilotage. T'as des personnes, des triathlètes qui veulent en fait être le plus aéro possible pour aller plus vite parce qu'il suffit que dans un magazine ou un des triathlètes pro a fait une vidéo sur la position, donc du coup, là, c'est un déclic et tout le monde se dit, bah, je vais optimiser ça. Et en fait, je rencontre très peu de personnes qui arrivent avec pas forcément une douleur, mais plutôt pour savoir si leur position actuelle est bonne ou ils viennent d'acheter un nouveau vélo et en fait, ils se disent, bon, bah voilà, est-ce que tu peux m'aiguiller pour bien me poser dessus parce que je veux enchaîner les kilomètres et ouais, c'est clairement ça, en fait, on dirait un rôle éducatif et pédagogique, mais la position, au final, pour moi, c'est un impact ultra important sur le côté confort et même moral. Parce que si tu vas rouler et que le lendemain t'es cassé, bah, tu prends pas de plaisir. Si t'as déjà mal au dos avant de partir à cause de ta position, il y en a certains qui forcent, mais au final, pour moi, il y a zéro confort et il y a zéro plaisir à aller rouler avec une douleur et te dire, bah en fait, bah non, mais c'est normal. Alors je dis pas, il y a des douleurs normales, hein, quand tu fais 3-4 heures et que les muscles commencent à tirer. C'est logique, surtout si on fait pas des sorties longues très régulièrement. Mais par contre, quand au bout d'une demi-heure ou 40 minutes, on a une douleur systématique, bah voilà, là, c'est qu'il y a un problème et il faut se poser les bonnes questions. Et voilà, ouais. Puis il y a déjà vraiment des règles de base, aussi bien sur la hauteur de selle, le recul des selles, que je pense qu'on peut déjà soi-même essayer de régler. Mais malgré tout, ça reste de l'à peu près. Et puis, voir un professionnel, ça reste le top pour éviter ce genre de pathologie. Et donc, ouais, quand je vois, c'est plus de la moitié des cyclistes, quand on regarde des études scientifiques un petit peu qui ont été faites, des études épidémiologiques, pour savoir des simples questionnaires qui a rencontré des douleurs au cours de la pratique. On est à 30% sur des douleurs de genoux et puis plus de 50-60% sur les douleurs d'ordre général, dorsal, la nuque, etc. Donc voilà, c'est une grande partie de la population des cyclistes. Donc
le positionnement reste pour moi prioritaire quand on veut les éviter. Et après, c'est éviter d'aller chez le médecin, c'est éviter d'aller acheter enfin, des nouveaux périphériques, etc. Non, mais c'est Donc, clair, c'est clairement ça. Et donc toi, voilà. du coup, pour toi, tu mettrais quoi comme règle de base dans la position? Moi, j'ai quelques idées en tête, mais j'ai bien envie d'avoir ton avis. Ben, moi déjà, on commence toujours par régler l'interface pied-pédale et l'interface bassin-selle, qui sont les prioritaires pour éviter les pathologies au niveau du genou, notamment parce que les tendinites du genou, pour moi, c'est enfin, la plus fréquente. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup été touché par ça donc, par le passé, donc c'est vraiment une horreur. Quand ça commence, après, c'est dur de s'en défaire. Donc, moi, il y a déjà le réglage de cale que je commence toujours par faire. Où je mets la cale déjà en alignement avec le premier métatarse ou légèrement en arrière du premier métatarse. Mais quoi qu'il arrive, je mets le même réglage pour les deux pieds. Donc, c'est-à-dire que même si on a des pieds asymétriques, je vais toujours mettre pour les deux pieds en alignement avec le premier métatarse ou 4-5 mm en arrière, notamment pour les triathlètes. Après, régler l'orientation, parce que pour moi, l'orientation des cales aussi, c'est primordial pour éviter les Hmm. blessures du genou. Donc ça c'est un peu par essai-erreur, malgré il n'y a pas vraiment de règle de règle parce qu'en fait, on est tous différents, on a tous une démarche différente. Et pour ça, ben, je fais sur entraîneur que j'ajuste ça et puis je fais quelques essais pour être sûr que la personne ait la liberté angulaire intérieure et extérieure. Donc déjà aussi ça, à la liberté angulaire, je préconise fortement. Bon, pas Ouais, bah forcément aller plus. c'est ce que j'allais te poser la question. Moi, tu vois, j'ai eu quelques clients qui sont arrivés avec les cales, admettons les cales noires de chez Look, et en fait, ils me disent, bah moi, j'ai voir que le pied bouge. Et en fait, je leur dis, c'est limite la plus grosse erreur parce qu'au final, ils vont imposer une position à leur corps, à leurs pieds, à leurs genoux, qui n'est pas forcément la meilleure, et du coup, avec un sport cyclique, bah, à la longue, ça peut amener des blessures, et tout ça à cause des cales, alors qu'on partirait sur des cales grises directement, ça permettrait de laisser, on va dire, une marge d'ajustement au corps. Oui, oui, bah c'est vrai que les études vont dans le sens que on prévient les blessures, on réduit le risque de blessure, mais la performance n'est pas affectée. Donc autant rester sur ce type de cale. Ouais, grise, c'est très bien hein, déjà que, que la majorité des gens utilisent. Après, pour les gens qui sont plus sujets à des tendinites, autant aller sur des rouges parce que ça va éviter, ça va encore plus réduire les risques. Mm. Donc voilà, les cales déjà c'est vraiment important. Après les manivelles aussi c'est un rôle majeur parce auparavant on avait tous tendance enfin les gens avaient de manière générale tendance à utiliser des manivelles assez longues. Et on s'est rendu compte que pareil, réduire la longueur de manivelle ça avait plutôt pour effet déjà ça impactait fortement la biomécanique du pédalage et ça avait pour effet de réduire les risques de blessures. Donc plus on réduit le bras de levier moins on a de flexion, extension du membre inférieur, et plus moins on traumatise les articulations, pour expliquer de façon simple. Et on a derrière cela, il n'y a pas d'impact non plus sur la performance. Donc moi j'ai plutôt tendance maintenant à aller 2,5 mm en dessous que ce qu'on avait avant. Donc plutôt aller sur des 170 ou des 172,5 pour les individus de grande taille, plutôt que d'aller sur du 175 comme ça peut être le cas. Après la hauteur de selle, moi j'utilise plutôt des analyses cinématiques basées sur l'angle du genou, l'angle du genou et l'angle de la cheville. Donc je ne sais pas si on rentrera peut-être plus dans les détails après ou pas, mais en tout cas je respecte les normes de la littérature en fait pour ça sur des angles on va dire entre 140 et 145 degrés pour l'angle du genou et puis je regarde l'angle de la cheville si la personne elle est plus ou moins en flexion plantaire, flexion dorsale. Et donc, en fait, si elle a la cheville, on va dire, plus étendue, l'angle du genou sera un petit peu plus faible et vice-versa. Donc, je regarde ça. Et puis, le recul de selle, je me base plutôt voilà, sur la méthode du COPS, la méthode assez empirique qui date des années, il y a longtemps en arrière, mais où je mets la rotule, enfin, on va dire, en alignement avec l'axe de la pédale quand le pied est à 90 degrés du cycle. Et puis, j'ai une marge de 2 cm en avant, en arrière, en fonction de la personne. Donc déjà, ça, c'est les règles de base pour l'interface bassin-selle, pied-pédale. Il y en a encore d'autres, hein, comme le factor, même si on peut pas jouer énormément dessus.
Si je vois le genou qui part un petit peu intérieur ou extérieur, j'ajuste un petit peu le positionnement des cales, voire peut-être des rallonges aussi, si c'est très rare que j'ai eu besoin de ça. Mais ça peut être des rallonges pour augmenter l'espacement entre les pieds. Et puis après, il faut passer sur le poste de pilotage, quoi. Donc la hauteur, la position et puis la longueur entre la selle et le cintre que j'ajuste en fonction de l'angle du buste. Et puis tout ça aussi en tenant compte de la flexibilité de l'individu. Donc je fais aussi des tests en amont pour voir si la personne elle est plus ou moins souple. Donc si elle va pouvoir aller chercher, par exemple, je parlais des manivelles tout à l'heure, si elle est plus ou moins flexible au niveau des hanches, on peut aller chercher une longueur de manivelle un petit peu plus importante. Alors qu'une personne très raide ou qui a eu par exemple une pathologie de hanche ou une prothèse, on va dire n'importe quoi, on peut aller plutôt sur des manivelles un petit peu plus courtes. Donc il y a pas mal de choses à faire. C'est assez large à ce niveau-là, mais bon, en tout cas, c'est ça. Interface pédale, interface basse à selle, et puis je finis par le guidon. Ouais, bah j'ai un peu la même démarche que toi et dans les b.a.-ba, on va dire entre guillemets, je rajouterais le réglage des deux poignets. Au final, c'est ce qui coûte Ah oui. quasiment le plus cher sur un vélo quand tu regardes par rapport à une paire de pédales et cales, une selle. Et au final, les poignets, tu te rends compte que, bah, moi de mon côté, je me suis rendu compte que j'ai eu plusieurs clients qui ont des douleurs nuque ou aux épaules et en fait, tu regardes, il y a 5 mm, 1 cm d'écart entre les deux, elles sont pas forcément de niveau et pour moi, c'est quelque chose que entre guillemets n'importe qui est capable de vérifier chez lui en amont ça et l'inclinaison de la selle. Tu vois, j'ai déjà eu un client qui arrive Oui, avec oui, oui, la selle c'est bénéfique. qui pointe vers le haut et voilà, il y a tous les problèmes qui suivent derrière, d'être comprimé, des problèmes quand il rentre, des engourdissements, etc. Et je lui dis, mais vous avez pas l'impression que votre selle, elle est pas du tout de niveau? Ah bah non, en fait, elle s'est mise comme ça et j'ai pas fait attention. Et en fait, voilà, c'est les petits trucs avec un niveau. Et ça, et les poignets, pour moi, c'est le truc le plus important, surtout quand on voit aujourd'hui une paire de poignets en DI2 hydraulique, le prix que ça coûte ça doit être bien réglé, ça doit être les choses de base. Donc, en plus, souvent, c'est sur des vélos qui viennent de sortir de magasin, tu vois, ça doit être des vélos qui arrivent montés, le poste de pilotage est déjà monté. Donc, du coup, en magasin, bah, ils remettent le cintre de niveau et ils vérifient pas forcément si les deux poignées, comme elles sont déjà montées, serrées, la guidoline est déjà faite. Et en fait, c'est des petites erreurs comme ça où tu as un client qui arrive. Pour moi, ce que je rajouterais Ah oui. à ta procédure. Moi, je fonctionne pareil que toi, toujours le réglage des cales, regarder comment bien conserver en fait comment les pieds de la personne se placent pour garder, pas vouloir lui imposer un réglage qui ne lui correspondrait pas du tout. Et ensuite, pareil, un réglage de selle, le fil à plomb à l'ancienne ou le laser en fonction. Mais et ouais, en fait, déjà, et ce qui est ultra important, c'est qu'il faut individualiser en fonction de la personne et en fonction de la pratique de la personne. Oui, bien sûr. Je, je sais pas si toi, t'as remarqué ça, mais on a beaucoup d'anciens, en fait, qui ont encore l'idée du drop énorme, la potence à ras du cadre. Et voilà, en fait. Et moi, j'en ai eu plusieurs comme ça qui ont été posés il y a 15 ans et aujourd'hui, ils ont du mal pour eux, une bague sous la potence, c'est pas esthétique et c'est contre-performant. Oui, ouais. Oui, là, tu as soulevé pas mal de points. C'est vrai que déjà, comme tu disais, l'orientation de la selle, enfin, l'inclinaison de la selle, souvent, dès qu'on a le vélo dans les mains, on dit, bon, c'est votre problème de fesses, je sais d'où il vient. C'est la selle Ouais, qui ouais, non, mais qui c'est est clair, mal c'est inclinée. clair. Là, c'est le B à bas, il n'y a même pas besoin de faire de mesure, il suffit juste de regarder le vélo. Après, bien sûr, c'est bien de le contrôler avec un outil précis. Mais déjà, à vue d'œil, moi, ça m'est souvent arrivé de dire à la personne, déjà, première chose, là, ça va pas. Oui, comme tu dis, les cocottes, ouais, c'est sûr la même hauteur. Et je rajouterais aussi, comme tu dis, en fait, aujourd'hui, avec tous les centres intégrés, on est de plus en plus embêté en tant que quand on doit intervenir auprès d'un cycliste et qu'on doit, on va, comme je disais, régler l'interface pédale, régler l'interface basse-incelle. Et derrière, quand on veut régler le guidon, on peut pas le faire. Parce Mm. que, certes, on peut rajouter généralement des bagues quand même, malgré tout, même si c'est pas toujours simple sur les guidons intégrés. Mais surtout, on peut pas du tout changer la longueur de potence. Et puis, ça arrive régulièrement que, par exemple, tu te retrouves avec une personne qui a je sais pas, des jambes assez longues et un buste assez court, et il se retrouve à avoir un cintre qui est beaucoup trop bas, ou vice-versa, hein, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, plus aujourd'hui on va dans la technologie, plus c'est complexe de faire des réglages millimètres, enfin, au millimètre. Bon, les longueurs de potence, c'est tous les 5 mm généralement, mais du coup, au moins 5 mm, ça permettait de facilement aller chercher
ou les centimètres plutôt, d'aller chercher Ah, des ajustements qui soient individualisés à l'individu. Donc aujourd'hui, avec les centres intégrés, on est quand même bien embêté. Ouais. non, mais c'est clair, pour moi, ça c'est les points quand aujourd'hui on achète un vélo, surtout que les prix ont bien augmenté. C'est limite les réflexions qu'on doit mener en amont pour pouvoir optimiser tout ça et proposer une solution correcte ou une position correcte. Tu vois, j'ai eu le cas hier avec un petit jeune, avec un vélo, il a un Cannondale, et tu vois, il a le cintre intégré, mais que tu peux enlever de la potence. Mais c'est que le cintre que tu Mm. peux dévisser, etc. Par contre, c'est le modèle Cannondale obligatoire, c'est Vision qui font Cannondale. On a été sur le site, déjà, il est pas dispo et c'est 350 € le cintre. Ouais, oui, Juste pour passer parce que, bah voilà, c'est un petit jeune, hein, il a 40 de largeur d'épaule. On arrive sur un cintre qui est au cocotte 42, en bas 44. Donc quand tu te mets face à lui, tu vois qu'il est écarté, il casse les poignets, il a des petits engourdissements quand il va rouler, etc. Donc je lui dis, bah là, ça peut être la cause de la largeur du cintre. Sauf que, bah, à l'époque, on va dire, on achetait un cintre d'EDA ou autre marque, c'est entre 20 et 40 €, tu pouvais changer et la personne pouvait repartir. Aujourd'hui, bah, c'est 350 € juste pour changer le cintre. Donc, ouais, ça amène des réflexions et encore là, on va dire, on est sur du cintre alu, on peut changer. Et quand tu vois après des vélos qui ont le combo full intégré, bah déjà, acheter le cintre avec les délais aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avoir très rapidement. Et en plus de ça, pour le montage, démontage, bah, en fait, tu passes la matinée, vu qu'il y a les durites qui passent à l'intérieur, les câbles DI2, les câbles électriques. Bah, voilà, en fait, tu es dans une démarche ultra compliquée. Et, euh, et tiens, comme on parle des cintres, je sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui, on a tendance à être toujours sur des cintres de plus en plus étroits, on va dire. oui, ben ouais, c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai remarqué aussi. Après, moi, ça, je garde toujours la règle assez empirique aussi de la largeur entre les deux acromions. Parce que bah, d'un point de vue ergonomique, ce qui me semble le plus idéal, même si bon, voilà, ça reste pas vraiment d'études qui l'a prouvé, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Ouais, on va chercher des fois des centres un peu plus étroits pour mieux passer dans les pelotons, pour être un peu plus, ben ouais, pour être Ouais, plus c'est ça. confortable, même Puis c'est si, la mode avec les cocottes qui rentrent, hein, comme Remco. Mais moi, j'ai pareil. J'ai tendance à dire c'est largeur des épaules ou à la rigueur, tu peux prendre la taille en dessous. Si tu as 40 de largeur d'épaule, tu vois, tu peux aller jusqu'au 38 pour être un peu oui, en prise serrée. Mais passer sur un 36, pour moi, ça sera beaucoup trop serré. Et sur du long, ça peut amener de l'inconfort. Et inversement, si on fait 40 en largeur d'épaule et qu'on a un 44, bah là, on pilote avec une moto, quoi. Donc, c'est compliqué. oui, oui, pour le coup, ouais. Après, c'est vrai que rentrer les cocottes, moi j'ai tendance à le faire aussi. Parce que je me suis vraiment rendu compte que d'un point de vue positionnement des poignets et puis aérodynamique, quand on cherche la performance, bien sûr, hein, parce que si on est plutôt pour aller rouler le dimanche matin avec les amis pour se balader, ça c'est pas grand-chose. Et quand on est vraiment dans une démarche de vouloir enfin, plier vraiment les coudes au maximum pour aller chercher la position la plus aérodynamique, le fait de mettre les poignets un petit peu plus à l'intérieur, ça permet quand même de bien réduire, de réduire un petit peu la surface frontale et puis d'être plus confortable. Donc, quelque chose que je fais aussi avec les compétiteurs. Ouais, j'allais te poser cette question-là justement si toi tu faisais ça. Moi, je le fais en fonction un petit peu de la demande. Et moi perso, j'avais essayé et je pense qu'au début j'avais un peu trop rentré et tu vois, c'était un petit peu, ça me faisait bizarre surtout en danseuse. J'avais l'impression d'avoir des appuis complètement différents et de pas pouvoir bien tenir mon cintre. Mais du coup, je pense que c'est aussi en fonction adaptée de la flexibilité peut-être des poignets de chacun et de la capacité de tenir cette position. Moi, ils sont légèrement rentrés, pas aussi rentrés que certains, mais pas non plus droit quoi. Donc c'est un petit peu. Je pense que c'est en fonction de chacun et du ressenti. Oui, oui. Bah, après, c'est vrai que moi, je les rentre aussi perso pour moi. Et d'un point de vue confort, je me sens bien. Donc, c'est pour ça, voilà, j'ai pas eu de commentaires négatifs par rapport aux cyclistes qui utilisent ce type de positionnement des manettes. Après, c'est vrai qu'avant, en fait, on avait tendance pour aller chercher l'aéro au maximum, à mettre les mains, enfin les avant-bras sur le milieu du cintre, parce que là, au niveau surface frontale, et puis on réduisait énormément, parce qu'on pouvait bien rentrer la tête dans les épaules. Ça, c'est devenu interdit. Donc derrière, on a cherché à trouver d'autres solutions d'être plus aérodynamique, parce que on s'est rendu compte, on le sait depuis toujours, mais notamment ces dernières années avec l'opulence pylori,
ou sur Vélodrome, que les héros, ça peut faire économiser énormément de watts. Et c'est vrai que cette position-là, certes, ne permet pas de gagner autant de watts que quand on avait les avant-bras sur le guidon, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus sécurité. Et ça permet quand même d'en gagner quelques-uns par rapport à quand on a les manettes watts, quoi. Ouais, Donc, c'est un ensemble. C'est un ensemble la position. C'est pas juste parce qu'on va rentrer les cocottes on va gagner plus de watts. C'est plus la capacité de maintenir une position qui fait que dans le temps on est plus performant. oui, ouais. Après, c'est vrai que du coup, comme on est, on va dire un petit peu plus rentré, on va dire la surface frontale est légèrement diminuée un petit peu, enfin, tout au long de la pratique. Et je pense que la position n'est pas plus difficile à tenir. Donc, que quand on a les manettes en position normale. Donc, à partir du moment où ça engendre pas d'inconfort, parce que c'est ça aussi souvent l'aérodynamisme, c'est que en cherchant à être plus aéro, on va jouer sur le confort, et puis du coup, ça va demander une position plus traumatisante, plus contraignante dans le temps, ce qui va créer des courbatures, et puis au bout d'un moment, on va être obligé de se mettre en danseuse, on va avoir mal un peu partout, et puis derrière, ce qu'on a gagné au départ, on va le perdre à l'arrivée. Mm. Donc l'important, c'est avant tout aussi pour l'aéro de trouver la position qui permet d'être relativement confortable afin de la maintenir sur l'ensemble de la compétition du contre-la-montre ou dans les moments clés de la course, hein, parce que quand on est au milieu du peloton, ça sert à rien d'être trop aéro. Mais par contre, quand on attaque et qu'on est devant, c'est là que ça joue beaucoup, quand on fait face au vent notamment. Donc, si on arrive à trouver une position qui est relativement confortable et qu'on arrive à tenir, c'est idéal, quoi, et que celle-ci soit aéro. Mais ça demande aussi beaucoup de travail, quoi, parce que si on s'entraîne jamais à l'entraînement, ou du moins si Mm. enfin, c'est aussi travailler des exercices de flexibilité, de maintenir régulièrement la position à l'entraînement pour pouvoir après l'utiliser en cours. Ouais, ça rejoint complètement le type de discours que j'ai quand je rajoute par exemple une bague sous la potence. J'explique forcément au coureur que ça va pas forcément dégrader son aéro, au contraire, parce que du coup, il va être capable de maintenir cette position et en fléchissant ses coudes, il pourra peut-être tenir cette position plus longtemps que de vouloir se mettre full agressif. Si c'est pour qu'au bout d'une demi-heure, il cherche à se relâcher et qu'il tienne pas la position, vaut mieux être un peu plus confort, mais pouvoir maintenir la position. Et ça, c'est typiquement aussi le discours que j'ai avec les personnes qui pratiquent l'Ironman. L'Ironman, ils veulent être aéro, sauf que c'est 180 km. Alors pour moi, dans mon idéal, on peut pas être sur une position full agressive, sauf voilà, personne, des phénomènes qui arrivent à tenir cette position et qui, au bout de 180 bornes, n'ont pas d'impact. Mais pour, on va dire, pour trois quarts des personnes, il vaut mieux avoir une petite position qui soit peut-être moins aéro en soufflerie. Le SCX est un petit peu plus haut que la moyenne, mais être capable de tenir cette position avec ce SCX tout au long des 180 bornes, que l'inverse en fait d'avoir un SCX extrêmement bas et au bout d'une heure de chercher à se relâcher et au final on perd tout ce qu'on a gagné juste avant. Oui, oui. Ouais, puis pour revenir sur l'histoire de Dax ou la potence, c'est vrai que quand on s'est rendu compte au final que d'être trop bas, au lieu d'améliorer les héros, ça dégradait parce que souvent, le fait d'être trop bas, on va pas réussir à vraiment rentrer la tête dans les épaules. On appelle ça souvent position tortue, qui permet vraiment de lever les épaules et de baisser la tête, de rentrer la tête. Et c'est possible de le faire quand on a une hauteur de sens qui est quand même qui n'est pas trop basse, quoi. Et on se rend compte que si le sens est trop bas, on va directement avoir des douleurs de nuque et on va être incapable de maintenir cette position. Dès qu'on lève un petit peu le cintre, paf, la position tortue, on arrive à l'adopter. Puis, au lieu de perdre en aéro en levant le cintre, on va gagner en aéro. Donc, Non, non, voilà, c'est, on a pas mal de choix en fait, on va dire, on peut agir sur pas mal de choses. Hein. Après, pareil, je sais pas si tu avais déjà vu, toi, beaucoup de coureurs qui pendant un moment avaient tendance à avancer la selle mais à bloc. oui, ouais, ouais. Oui, là, c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué aussi à un moment donné, un peu des modes, des effets de mode qui arrivent et puis qui vont faire que certains pros les utilisent. Et puis derrière ça, tout le monde va vouloir les utiliser. Est-ce que ça passe dans un magazine ou ça passe dans un Ouais, site ouais, ouais. internet? Et puis c'est pas forcément l'effet de mode l'effet de mode Non, et qui puis fait. par exemple, moi j'avais lu, tu vois, un peu de publi scientifique, etc., comme quoi que d'avancer la selle, ça amène beaucoup plus de charge au niveau de la rotule et ça peut amener plus facilement des blessures parce que du coup, la rotule, on va dire, fait le ressort entre la production de puissance et la transmission de la puissance avec les pieds et elle reçoit énormément de pression et ça peut amener des douleurs, des blessures à long terme. Oui, voilà, ouais.
Ouais, puis c'est vrai que ce phénomène, on l'a aussi vu pas mal chez les triathlètes qui ont commencé à vouloir utiliser une position très sur l'avant quand ils étaient sur des vols chrono et sur des 180 km. Et ouais, et puis ça, c'est certains triathlètes professionnels qui ont commencé à utiliser, ce qui fait que tous les amateurs l'ont utilisé par la suite. Et puis c'était très compliqué quand on accueillait des triathlètes chez Morphologics de leur faire comprendre que être le bec de selle 5 centimètres en amont du boîtier de pédalier, c'est d'une, ça va créer donc des charges supplémentaires au niveau du genou. Et puis de deux, ça va pas faire gagner en efficacité, on va même perdre en efficacité du pédalage. Donc Ouais, le bras de faut levier, il est faire plus du tout attention. bon là. Voilà. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, bah, les triathlètes, ils sont passés sur des selles, enfin ouais, on va dire en chrono triathlon, on est passé sur des selles coupées déjà, des selles très courtes, qui beaucoup plus courtes que sur les, enfin, on va dire plus courtes que sur les vélos de route. Ce qui fait que ben on a déjà en fait cet effet-là en ayant une selle plus courte d'être plus sur l'avant. Donc si en plus de ça on va ramener la selle totalement sur l'avant, moi j'avais vraiment des gens qui pédalaient très mal et puis qui étaient inconfortables mais qui suivaient juste l'effet de mode bah, de vouloir qu'on suive voilà, les professionnels qui font ça, ou certaines, ou ça, souvent c'est deux, trois individualités qui le font et puis bah, qui créent la mode. Et donc pourtant, dans la littérature, il n'y a aucune étude qui a jamais montré qu'il fallait être 5 cm la selle 5 centimètres en Mm. avant du boîtier de pédalier. Alors ça, c'est vraiment Ouais, totalement non, faux. clairement, Donc, clairement, la littérature, c'est de mémoire, comme tu disais tout à l'heure, on peut être juste un petit peu en avant, surtout par exemple si, comme on disait, ben, tu me corriges hein, si tu penses différemment que moi, mais quelqu'un qui a un poste de pilotage, on peut pas modifier. J'ai tendance un petit peu à tricher en avançant la selle parce qu'en final, en longueur, on est un petit peu juste. Mais sinon, dans l'idéal, moi, sur les compétiteurs, j'essaye de mettre que le fil à plomb soit 1 centimètre derrière l'axe de la pédale pour comme ça, quand on est en bec de selle, quand on est vraiment en recherche de performance, recherche de puissance, on a le genou sur l'axe de la pédale pour optimiser, on va dire, le bras de levier et transmission de puissance. ouais, après, je sais parce que par rapport à tout à l'heure, toi tu disais que tu faisais avec un laser. Moi j'ai tendance à le faire plutôt avec de l'analyse vidéo parce que je me suis rendu compte aussi que, enfin je sais pas si quand tu dis laser, tu le fais en dynamique ou en statique ou En dynamique, j'enregistre et puis voilà. je vérifie toujours en statique déjà pour déjà tu mets le fil à plomb. J'ai fait un support où en fait je mets la manivelle parallèle au sol, comme ça je suis sûr qu'entre deux ou trois mesures ma manivelle est au même endroit. J'ai mis mon fil à plomb. Bon, le plus dur c'est vraiment l'inclinaison du pied que la Ouais, personne peut bouger et ça change. Mais sinon après en statique, en dynamique je regarde, tu vois l'avantage. Bon là j'enregistre avec un iPad toutes les vidéos 120 images secondes en HD, donc c'est l'avantage que tu peux découper et pile poil te retrouver, tu traces un trait sur axe pédale et tu peux voir et ça confirme on va dire le réglage en statique. ouais, parce que c'est ça que voilà, tu voulais un petit peu en venir. C'est vrai on se rend compte quand même que quand on est en statique, l'angulation du pied n'est pas du tout naturelle. Et que ce soit pour la hauteur du selle comme pour le recul de selle, enfin, on va dire pour l'angle du genou comme pour le cops, il y a des grosses différences selon la personne, comment elle va positionner son pied. Et le fait d'être en dynamique, ben, ça évite ces erreurs-là. Donc, ouais, moi je le fais avec de l'analyse vidéo ou avec quand j'avais le système STT 3D quand j'étais au Canada. Mm. Bon, là, c'était l'idéal parce que ça le faisait automatiquement. C'est les key markers Non mais ouais c'est qui le clair. faisaient automatiquement. Mais Mais oh. voilà, du coup, ouais, c'est vrai que le dynamique, c'est mieux par rapport à ça. Et puis, moi, je me donnais une marge de 2 centimètres en avant, 2 centimètres en arrière du boîtier de l'axe de la pédale. Bon, histoire de ne pas être trop dur, parce que des fois, en fait, on va avancer d'un centimètre. Si la personne elle est à -2, on va avancer d'un centimètre, on va arriver à zéro. Ou j'essayais d'être proche de zéro, mais si la personne était à -4, par exemple, ou à Ouais +4, c'est clair. je réduisais d'un. Et quand j'arrivais aux alentours de 1, 1,5, bon, je m'en contentais, quoi. Pour ne pas non plus déstabiliser la personne, parce que c'est vrai que ça, c'est aussi un point qu'on n'a pas mentionné, c'est que quand on est face à une personne qui a roulé pendant des milliers de kilomètres dans une position donnée, si on la recule de 3 centimètres d'un coup, ça peut la déstabiliser, alors que d'avoir une plage, c'est pour ça que d'ailleurs pour l'angle de genou aussi, on a une plage de plusieurs degrés, parce que déjà on est tous différents, et puis bah, des fois, quand on s'approche de la norme, quand on arrive à la limite inférieure ou supérieure de la norme, avec certaines personnes, on s'en contente parce qu'ils étaient déjà avant tellement en dehors de cette norme que voilà, on va éviter de les déstabiliser trop. Ouais il y a des bah, au final
c'est les normes comme ça. Moi, j'ai déjà eu beaucoup de clients qui sont perchés sur la selle, en fait, qui sont beaucoup trop hauts, et tu le vois au pédalage, ça bascule, etc. Et en fait, tu te dis, mais là, il y a au moins 2 centimètres à baisser, ou voire déjà 1 centimètre, mais déjà 1 centimètre, c'est énorme. Et quand tu reprends la mesure, bah, tu es encore, par exemple, à 152, 153 degrés d'extension du genou. Et là, tu te dis, bah, en fait, il faudrait encore baisser. Sauf que dans ta tête, tu te dis, bah, le client, il roule comme ça peut-être depuis des années ou des mois. Il est habitué. Pour lui, ça va faire beaucoup. Il va partir rouler le lendemain. Il va dire que sa position, elle est bizarre. Il va cogiter. Et ça, c'est compliqué. Alors, il faut avoir une démarche pédagogique et didactique pour vraiment expliquer l'intérêt et pas faire en final. C'est ce que moi, je leur explique quand je fais une étude posturale. C'est, faut pas qu'ils repartent avec plein de questions en disant, ah bah tiens, Maxime, il m'a baissé ma selle, mais pourquoi? Tu vois, j'essaye vraiment d'expliquer, d'apporter les questions et réponses pour que la personne comprenne et que c'est dans son intérêt et c'est pas juste pour le plaisir de dire, ah, je fais une étude posturale, il m'a tout bougé pour me dire tout bouger. Non, c'est plus vraiment pour accompagner la personne et d'optimiser sa position. Oui, oui, c'est sûr, ouais, parce que bah, des fois, pour le coup, il y en a où il y avait rien à faire, ça c'est très rare, mais ça arrive. Ouais, Et d'un autre côté, il y en a beaucoup où il y avait des gros écarts. Après, si j'étais face à une personne qui est vraiment dans le loisir, qui vient de commencer, qui n'a pas encore trop ses repères, bah, je me permettais de baisser de 2 centimètres s'il le fallait, ou de lever de 2 centimètres parce que la personne, voilà, elle a pas encore, son corps n'est pas encore totalement habitué à rouler. Mais si je étais face à des pros par exemple, qui avaient roulé des centaines de milliers de kilomètres dans une position, rien que leur dire de baisser de 6 mm de la selle, ouh là là, tu sentais dans leur regard que ça leur faisait peur. Donc eux, bah déjà oui, on est face à des cyclistes confirmés, compétiteurs ou professionnels. Pas forcément besoin d'être pro, hein. J'ai rien avec un mec qui fait de la compétition en deux, troisième catégorie, qui fait 15-20 000 km par an. Ben c'est pareil. Bah là, vaut mieux avoir peut-être aller petit à petit. Moi, je disais souvent de baisser de 5 pour commencer, de rouler 2-3 semaines, et puis ensuite de rebaisser de 5 mm pour voilà, laisser le corps le temps de s'imprégner de ces nouvelles positions, de ces nouvelles habitudes, et puis ça allait mieux que de faire tout d'un coup. Et ouais, moi c'est pareil. En fait, j'explique ça aussi en fonction. En fait, on individualise vraiment l'étude posturale comme l'entraînement en fonction de la pratique, de l'expérience, de la personne qu'on a en face de nous au moment. Mais comment tu fais, toi, comment tu conseillerais une personne pour transposer sa position? Admettons, il vient, il fait une position chez toi et il a un deuxième vélo ou il change de vélo et il veut pas forcément repasser par la case d'études posturales, mais sa position était top, il veut la transposer. Bien entendu, la géométrie des cadres est différente, donc bah, l'important en fait, quand c'est bon, le cadre, on va dire, ça a son importance, mais le plus important, c'est vraiment les points d'appui dans l'espace. Et les points d'appui, bah, ça va être comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'interface pédale, bassin selle et main guidon. À partir du moment où le triangle il est bon, la position sera bonne, on va dire, enfin, sera productive d'un vélo à l'autre. Et pour ça, ça nécessite d'avoir les mêmes matériaux, les mêmes périphériques, on va dire. Donc c'est sûr que si on a un vélo en 170 mm de manivelle avec une selle je sais pas, de 20 à 23 cm versus on a une selle de 300 cm et des manivelles de 175 sur votre vélo, bon, on aura de grosses difficultés à trouver la même position d'un vélo à l'autre. Donc déjà, idéalement, il faut avoir les mêmes périphériques, même selle, même pédale, même chaussures, même longueur de manivelle pour être en mesure de retrouver les mêmes sensations d'un vélo à l'autre. Malgré tout, bon, c'est pas toujours le cas, donc en tenant compte de la géométrie de la selle, du centre de selle, on arrive grosso modo à avoir les mêmes sensations, mais c'est plus compliqué, quoi. Donc déjà, moi, ouais, non, je conseillerais d'avoir vraiment les mêmes périphériques. Et puis après, par contre, le guidon, ben là, on peut pas forcer. C'est pas parce comme tu disais, la longueur du cadre, par exemple, va jouer. Donc si on n'a pas le même cadre, on a un vélo qui est 2 centimètres plus long, ben il va falloir changer la potence pour avoir une potence 2 centimètres plus courte pour compenser. Mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est moins traumatisant pour le guidon, être 1 centimètre plus ou moins long, ça va moins impacter que d'avoir une selle qui est vraiment moins différemment positionnée. Dire les membres inférieurs seront beaucoup plus impactés que les membres sup, à mon avis. Euh, donc, l'important, ouais,
Après, bon, faut aussi avoir des outils particuliers pour être en mesure Moi, on utilisait vraiment des équerres en XY, que ce soit avec Morphologix quand j'ai travaillé chez eux, comme quand j'étais avec le LTIPS au Canada. On avait des outils qui permettaient vraiment d'avoir la hauteur de selle en Y, donc c'est-à-dire dans l'axe vertical, le recul de selle dans l'axe horizontal, la longueur la position du guidon en X, on va dire, c'était la position horizontale entre l'axe du boîtier de pédalier et la potence, et en Y, donc la différence entre le boîtier de pédalier et puis le haut du guidon. Ouais, ça rejoint ce que je fais moi avec moi j'ai pas les équerres, mais du coup tu vois mon vélo est sur home trainer, la roue avant et roue arrière sont au même niveau, et du coup j'ai fait un support ou un appareil de mesure qui prend à 8 cm, tu vois, comme ça je prends tout le temps ma hauteur de selle, etc. à 8 cm quand la selle s'élargit de 8 cm du coup, et comme ça en Oui, fait sur home trainer je prends la hauteur du sol jusqu'à la selle à 8 cm, le recul du boîtier jusqu'à 8 cm, et comme ça au final si on change de selle, sur le même vélo, je remets la nouvelle selle et je remets tout au même endroit pour avoir le recul à 8 au même endroit. oui, ouais, c'est comme ça qu'on faisait avec Morphologix aussi quand on avait, puis bon avec aussi avec le LT, on avait développé un outil, le MLRite, qui est un gros banc de mesure sur lequel on vient positionner le vélo et qui calcule tout avec des lasers en fait, les positions X, Y de la selle et du guidon par rapport au boîtier de pédalier qui est on va dire notre origine du repère. Et en partant de la géométrie de chaque selle qui sont différentes. Et on venait chercher vraiment ce centre de selle, comme tu disais, en étant à 8 cm. Je crois que c'était vraiment 8 cm aussi, ouais. Et on avait développé un petit outil pour ça qui était ML Saddle, exactement, qui permettait vraiment de venir trouver le centre de selle et puis de venir derrière calculer cette hauteur dans les verticales, Ouais, horizontales. tu vois, moi j'ai fait un truc tout simple, hein, ça fait ça, je glisse sur la selle, c'est 8 Voilà. cm. Par exemple, je sais que c'est physique, en dessous il y a un repère, et c'est 75 mm le repère sous la selle qui est indiqué, tu vois. C'est vraiment en fonction des marques, donc du coup, C'est compris à peu près qu'on utilisait, mais à 5 mm près, oui, voilà, c'est ça. C'est la tendance est la même, voilà. et ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait, et surtout sur ce que tu disais, comme quoi que déjà premièrement la position elle est ultra importante, mais en soi aussi tu as tout ce qui va autour de la position avec les équipements. Et si tu as deux ou trois vélos et avec des chaussures différentes, etc. Moi j'ai eu le cas, j'ai eu une petite jeune qui avait plusieurs douleurs, etc. Elle arrivait, deux VTT, deux vélos de route, un vélo de cyclocross, tous des géométries différentes, une selle différente sur chaque vélo, limite une paire de chaussures par vélo, et en fait elle était en internat, donc du coup ses chaussures de la semaine c'est pas ses chaussures du compétition et d'entraînement des vacances. Mais je lui dis mais en fait ta position elle pourra jamais être bonne, parce que dans tous les cas aujourd'hui je te fais ta position sur ce vélo avec tes chaussures, et le lendemain tu vas rouler avec des autres, et du coup pour moi il faut, on va dire, standardiser le matos, et une fois qu'on a trouvé du matos qui nous correspond et qu'on n'a pas de douleur ni rien, on essaye de le conserver dans le temps en évitant de changer, en disant tiens en fait les chaussures, oui c'est sûr c'est beau de trouver une nouvelle marque qui arrive, mais si derrière ça ne nous convient pas, au final on risque plus de se blesser que gagner quelque chose. Ah oui, oui, ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. Surtout, par exemple, la selle qui est quand même assez. Enfin, la selle a un gros impact sur le confort. Et quand on a trouvé une selle qui nous convient, moi, je conseille vraiment d'avoir les mêmes selles sur tous les vélos, quoi. Une fois qu'on est bien derrière, on a trois vélos, même que ce soit un cyclocross et deux routes, ou dans ce cas, moi, je conseille vraiment d'avoir trois selles identiques sur les trois vélos. Et au moins, on évite les douleurs liées au type de selle et on évite les douleurs liées au changement de position en fonction de la géométrie de la selle. Donc, ouais, le matériel, quel que soit, éviter d'avoir trop de différence entre chaque vélo. Et comment tu conseilles toi le choix de la selle, parce que je pense que c'est peut-être une des douleurs ou un des problèmes qui est assez récurrent, et où au final c'est la question qui nous revient toujours. Moi le premier, hein, j'ai des questions comme ça à chaque fois sur quelle selle tu conseilles. Donc je voudrais bien avoir ton avis, toi. Comment tu fais pour conseiller ou orienter quelqu'un sur le choix d'une selle? Nous, déjà, enfin, je commence par mesurer la largeur entre les ischions. On va dire, c'est la seule métrique qui permet de facilement individualiser la selle au niveau de la largeur. Parce que, bon, de façon générale, les marques, elles proposent différentes largeurs. Bon, ça dépend, mais peut-être trois largeurs. Si je dis pas de bêtises, par exemple,
130, 145, 150. Ouais, en fonction des marques, Et, il y a du 133, 144, 150, 160. Il y a un peu de différentes mesures, mais oui, en gros, il y a voilà, trois tailles voilà. faciles. Donc déjà, c'était la première mesure que je prenais. Je voyais si la personne elle était à une selle de 130 alors qu'il lui fallait plutôt une 160. Bon, déjà, ça donne une bonne indication sur l'inconfort qu'elle ressentait. Euh, Après, il n'y a pas trop de règles, on va dire, qui permet d'individualiser le type de selle. Et moi, c'était souvent par essai-erreur avec certaines selles qui permettaient d'être un petit peu plus confortable au niveau de leur épaisseur pour les gens qui étaient assez sensibles. Parce que là encore, il y a une certaine sensibilité quand même au type de selle avec certaines personnes qui s'habituent très facilement à la selle versus d'autres qui n'arrivent pas du tout à trouver une selle qui leur convient. Et on a beau bien positionner la selle, parce que déjà, bon, il y a deux choses, c'est qu'il y a le type de selle, mais il y a aussi le positionnement dans l'espace. Si la selle elle est mal positionnée, c'est pas la selle le problème, c'est peut-être la position. Donc déjà, on réglait la selle. Si après l'ajustement, hauteur, recul, orientation, enfin inclinaison plutôt, la personne n'était toujours pas confortable, là je venais plutôt chercher une autre selle avec un petit peu plus de mousse, un petit peu plus de souplesse, ou alors changer un petit peu plus d'inclinaison pour l'orienter un peu plus vers le bas quand ça faisait des douleurs au périnée, même si on peut pas aller trop 2 degrés maximum, quoi. Donc voilà, j'ai pas trop d'autres règles à donner. Après, je sais pas si toi tu fais plus, mais Non, j'allais dire en fait, j'ai pas beaucoup d'éléments pour compléter. Moi de mon côté, je réponds toujours, j'aimerais bien avoir une selle miracle. Tu vois, je sors du sac, je dis tiens, prends celle-ci, tous tes problèmes vont s'éliminer. Je prends mon cas perso. Moi, j'ai déjà roulé avec une selle full carbone, tu vois, pas de mousse ni rien, et j'ai jamais eu de douleur, tu vois. Alors, c'est ce que dans les échanges que j'ai, déjà, je rajouterais déjà d'avoir la bonne position, comme tu as dit, bonne hauteur, bon recul et bonne inclinaison. C'est déjà le point important. Si on est perché ou trop bas, bah, du coup, les appuis vont être complètement différents. Ça, c'est déjà ça. L'état de la selle, si la selle, elle a des milliers de kilomètres, elle commence à être rincée, la mousse, elle est plus du tout efficace. Donc ça à prendre en compte. Moi, j'ai déjà eu aussi un client qui avait un chariot qui commençait à être cassé. Du coup, il était assis légèrement en biais. Du coup, l'appui sur la selle est différent, douleur dans le dos, etc. Et tu pars de là, tu dis bon là, vérifier son matos et prendre aussi la qualité de tes cuissards. Si tu roules avec du cuissard, on va dire entre guillemets premier prix ou bas de gamme avec une peau de chamois très limitée, et que tu compares avec un cuissard plutôt haut de gamme, on arrive sur des mousses différentes. Donc du ouais. coup, il y a ça à prendre en compte. Chez la femme, c'est aussi important. J'ai eu j'ai eu une expérience avec une femme je, elle a eu du mal à l'admettre, mais elle était blessée en fait quand elle est venue, mais vraiment blessée au niveau de la selle. Et du coup, tu vois, je lui ai proposé, elle roulait sur une selle typée masculine. Du coup, j'ai mis une première selle féminine en corrigeant tout ça, etc. Parce que l'inclinaison et tout était pas bonne. Elle roule 15 jours, je lui laisse la selle en test. Elle roule 15 jours, ça va pas mieux. Je lui propose une autre selle de test. Elle dit que ça va un peu mieux, puis 2 jours après, il y a la douleur, etc. Et en fait, au bout d'un mois, en ayant essayé 3 selles sur plusieurs sorties plus ou moins longues, elle avait toujours la douleur. Et en fait, tu vois, j'ai eu la conclusion, sans être médecin, etc. Je lui ai dit, mais je pense qu'avant peut-être de chercher quelle selle va soulager, c'est peut-être de se soigner, de peut-être prendre du repos, de repartir sur une base neuve, qu'en final, j'ai dit, s'il y a une irritation ou quelque chose comme ça, on risque plus de faire mal que bien. Donc c'est toujours compliqué l'histoire de la selle et pour moi, c'est un des sujets les plus compliqués à conseiller parce que quand tu vois les prix les tarifs des selles, etc., moi, j'ai pas envie forcément de conseiller quelqu'un en disant, bah, prends cette selle-là parce que moi, je roule avec depuis des années et j'ai pas de problème. C'est pas parce que moi, je roule avec que toi, tu vas la prendre et tu vas te dire, mais putain, Maxime, il m'a vendu cette selle-là, mais c'est de la merde. J'ai jamais eu autant mal au cul que celle-ci, mais celle d'avant, elle me faisait mal, mais moins. Et, et c'est compliqué. Et c'est limite, j'ai aussi ces questions-là sur les chaussures. Tu vois, pour ceux qui ont des douleurs aux pieds, quelles chaussures tu me conseilles? Ouais, Et parce c'est que pareil, hein. il y a quand même des outils que j'ai utilisés pas mal quand j'étais au Canada et qui sont sympas, c'est les capteurs de pression. Et là, ça Ouais, revient bien j'ai pas sur encore utilisé moi ça, ouais. sur les chaussures comme sur la selle. Après, sur la selle, nous, on a tendance à utiliser plus que dans les chaussures. Mais en tout cas, on voit quand même bien les pressions qui sont réparties. Si la personne, par exemple, elle ressent vraiment des douleurs au niveau des Pyrénées, grâce à ça, donc nous, on utilise le système Wiva, mais il y a le système GeoBiomice qui est connu, qui est plus connu parce qu'ils font beaucoup de com et des articles scientifiques et tout avec ces outils. Donc,
voilà, qui sont possiblement achetables par les professionnels du bike fitting. Et si par exemple la personne elle a mal au périnée, le fait de changer, donc on va voir qu'il y a plus de pression au niveau des périnées. Derrière ça, bah, il y a deux solutions. Soit on modifie la position en changeant le recul de selle, par exemple, ou en changeant la hauteur, ce qui permettrait de mettre un peu plus de pression sur l'arrière de la selle pour réduire les pressions au niveau du pyrénées. C'est une solution. Soit la seconde solution, c'est de changer la selle. Et puis là, on se rend compte que bah, c'est souvent l'une ou l'autre qui fonctionne, soit la position, soit la selle. Et puis on arrive, en fait, grâce à ces outils-là, à voir la répartition de la pression, enfin, avant-arrière, droite-gauche, comment bouge le centre de pression pendant le pédalage en dynamique. Donc, c'est des outils assez intéressants. Il n'y a pas de règle, en fait, et grâce à ces outils, il n'y a pas, on va dire, une règle qui vous dit, paf, vous êtes bien positionné. C'est plutôt, ça confirme, en fait, les sensations de l'individu, et ça permet de montrer à l'individu, bah, tu vois, là, tu as mal là, bon, on voit que tu as beaucoup de pression là. Maintenant, on a changé de selle, bah, la pression, elle est un petit peu plus sur l'arrière. Donc, théoriquement, si tu vas rouler dans quelques, bah, si tu es bien sûr bien soigné, comme tu disais aussi, hein, parce que si l'irritation est toujours là, Mm. la douleur sera quoi qu'il arrive présente. Mais si tu n'as plus d'irritation, bah, théoriquement, tu devrais avoir moins mal. Et puis, bah, on se rend compte que c'est un petit peu vrai, quoi. Enfin, que c'est vrai, du coup, que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Et puis, donc, c'est plutôt un complément, je dirais, pour le bike fitter. Et puis, derrière, ça permet de rassurer la personne ou de lui montrer, d'avoir des mesures objectives, en fait, de ce qu'on a changé en changeant la position ou en changeant le type de selle. Et Ouais, non, des c'est, chaussures, j'avais déjà vu ça, ouais, ça peut être vraiment pas mal. Après, c'est le coût financier sur le coût est assez important. Et moi, c'est pour ça que je suis pas encore passé à l'achat de ce type d'outils et que je fais encore à l'ancienne, hein, mesure la largeur, échange. Je propose des selles de test pour vraiment essayer. Et c'est la critique moi, c'est ma critique personnelle de mon étude posturale, de ce que je propose. C'est qu'on est sur home trainer, on n'est pas en condition fatigue, on n'est pas sur le terrain. Et souvent, les douleurs tu pédales un quart d'heure, 20 minutes en tout sur l'étude posturale, peut-être une demi-heure si tu fais beaucoup de run, entre guillemets. Mais en soi, les douleurs à la selle, elles n'arrivent pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Souvent, c'est quand au bout une heure et demie. Et sur le coup, en fait, tu peux faire tout. Tu vas dire, ah bah ouais, je me sens mieux. Et au final, le lendemain, donc du coup, c'est ce que je fais. Je travaille avec, là où j'ai mon bureau. J'ai deux marques de selle qui fait qu'on a les modèles de test. Tu vois, ça fait quand même, je pense, une vingtaine de modèles de test. Donc du coup, juste pour deux marques, j'ai 20 selles. Ce qui fait qu'en fait, on a une panoplie et c'est là où c'est impossible à conseiller. Déjà de une, les tester soi-même, les 20 selles, c'est impossible. ouais. Mais c'est surtout si le client arrive avec sa marque favorite et qu'il veut garder celle-ci, bah tu l'as peut-être pas forcément testé. Et voilà, c'est de chercher et comme on a dit tout à l'heure, vérifier les premiers points, hauteur, recul, inclinaison, qui sont pour moi essentiels à avoir un bon confort de selle. Ouais, puis ça va vite fait faire une usine, enfin une étude posturale impossible parce que derrière tu vas, à chaque fois que tu changes de selle, étant donné que la largeur enfin la Ouais, hauteur du talus est différente, que la géométrie de la selle est différente, tu te retrouves à devoir régler la hauteur, régler le recul de selle, ce qui te c'est reprend ça. 10 Puis 20 minutes. t'as les rails aussi qui sont en fonction si t'es quelqu'un qui est limite en recul de selle et que t'as des rails qui sont plus longs. Donc du coup, avec cette selle-là, tu peux y mettre plus de recul. Par contre, tu changes sur une autre, bah, les rails sont plus courts et au final, bah, sa position, il se retrouve avec un recul qui est plus bon. Et du coup, bah, comment tu compenses? Voilà, c'est compliqué. Et c'est ce que Ouais. j'explique que voilà, c'est quand on change de selle ou de modèle, même quand par exemple on passe de la selle, tu as la selle modèle 2021, la 2023 va être actualisée, de vérifier tout ça en fait, la hauteur entre le rail et la mousse, est-ce que le rail est pas un peu plus long, est-ce que les graduations sont bien les mêmes, parce que j'ai remarqué ça sur une selle que j'avais moi, j'ai repris le nouveau modèle, et en soi, quand je fais avec mon repère à 8, bah, j'ai pas exactement les mêmes réglages, tu vois. Pourtant, c'est esthétiquement et visuellement, les deux selles sont les mêmes modèles, ils ont la même référence, etc. Mais en mesure un peu plus pointue, on se rend compte que bah, y a quand même une petite variabilité, donc de faire attention à tout ça. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis pour Et revenir aux chaussures, c'est vrai que ouais, il y a aussi la largeur qui est importante parce que selon la largeur du pied, ça, il y a des petits outils qui permettent de le mesurer, c'est simple. Bon, c'est les outils qu'on trouve en fait dans les commerces qui vendent des chaussures aussi. J'ai oublié le nom, j'ai plus en tête, mais en tout cas, il y a des petites toises en fait, hein, tout simple. mm, Qui vous dit si on a plutôt un pied fort ou un pied plutôt étroit. Donc ça, d'une marque à l'autre, ça joue aussi. Moi, je sais que j'ai eu des soucis avec certaines marques de chaussures.
Vraiment, à un moment, j'avais des CD qui étaient assez étroites et j'étais pas à l'aise dedans. Et puis au final, j'avais pris le modèle large de CD qui m'avait bien convenu. Donc il y a ça à régler. Après, le pied, c'est assez complexe dans le sens où bon, on va régler les cales. Ça, on est, en tant que professionnel du bikefitting, on est en mesure et on est des pros pour le faire. Mais derrière, il y a tout ce qui concerne les soucis podologiques, les semelles. Et puis là, on arrive un peu sur un terrain où on ne sait plus trop où est la frontière entre le bikefitter et le podologue. Et moi, j'ai tendance à ne pas trop toucher quand même à ce niveau-là. Ne pas proposer de semelle, plutôt conseiller d'aller voir un podologue quand il y a des soucis qui apparaissent. Donc les soucis, par contre, j'utilise des petits tests, par exemple des squats sur une jambe, des tests pour mesurer au niveau du pied, donc la voûte plantaire, ou des tests pour voir s'il y a des asymétries. Mais c'est plutôt des observations qui me permettent de voir, ah, tiens, là, il y a un problème qui va créer un déséquilibre au niveau du pied, au niveau de l'assise, s'il y a une forte asymétrie de longueur. Et dans ce cas, je conseille soit de voir un médecin pour faire une radio, soit de voir un podologue pour faire un bilan complet, et plutôt que moi-même faire le diagnostic qui sera peut-être faussé parce que bah, peut-être au final, c'était pas à la longueur de jambe, c'était le bassin qui était totalement dévié. Enfin, et je trouve que des fois, en fait, on a tendance, en tant que professionnel du bike fitting, à ne plus savoir où est la frontière entre le professionnel de la santé et puis le bike fitter, quoi. C'est assez. Non, je suis complètement d'accord avec toi, tu vois. Quand j'avais fait mon stage de master avec la FFC, donc, du coup, j'étais avec Anthony Bouillot et Marc Rétali. Et Marc Rétali avait commencé à me montrer deux, trois manips à faire pour déceler jambes courtes, bassin, etc. Et en fait, tu vois, au bout de 15 jours, tu commences à avoir l'œil. Et puis, à la fin, il me dit, bah, tiens, fais ça. Et là, je me trompe complètement, en fait, dans le diagnostic, tu vois. Il me dit, bah non, mais là, t'as pas remarqué, c'est ça et tout. Et je lui dis, mais en fait, voilà, c'est la frontière entre le médical, ton boulot et mon métier. Il y a des choses et ça m'a mis un frein, tu vois, à tout ce qui est test et tout. J'ai encore du mal à le faire parce qu'en fait, j'ai pas envie de me tromper entre guillemets, dans mon diagnostic et de faire n'importe quoi, d'être influencé en me disant, bah tiens, c'est la jambe plus courte à droite et de mettre une compensation, alors qu'au final, la jambe paraît plus courte, alors que c'est une fausse jambe courte et c'est celle de gauche qui est plus courte et on a compensé la mauvaise et au final, on fait pire que bien. Donc du coup, moi, quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit qu'il veut mettre des spacers, etc., je dis, bah non, si vous sur radio, vous êtes sûr d'avoir la jambe droite la plus courte, bah, je préfère poser la personne côté droit pour être sûr que côté jambe courte, on est plutôt dans les normes, et ce qui fait que jambe gauche, on sera peut-être tendance basse, mais on sera toujours bien, que l'inverse de vouloir poser jambe gauche, la jambe haute très haut, et au final, la jambe droite, du coup tu analyses avec les yeux, le bassin, etc. derrière. Mais ouais, c'est comme tu dis, la limite où, moi j'ai une marque qui m'avait sollicité pour limite me faire une formation et vendre des semelles, et j'ai dit, ben non, en fait, je suis pas podologue, c'est pas mon métier. Ouais, ouais, C'est, tout à fait. Ouais. Moi, c'est Ouais, ce qui me freine, en fait, c'était de conseiller quelque chose alors que je suis pas capable ou je suis pas expert là-dessus et de te dire, mais tu peux faire pire que bien. ouais. Et c'est là qu'au final, ben, moi, pour le coup, j'utilise quelques tests, ainsi que quand on utilisait les semelles ou Viva ou quand j'ai au Biomice, c'est la même chose. On pouvait déceler des choses qui n'allaient pas, mais moi, je conseille vraiment de confirmer ça, soit avec une radio, soit avec un podologue, et que ce soit lui qui fasse des semelles individualisées, quoi. Idéalement, un podologue qui est dans le cyclisme, un petit peu comme Marc Attali que tu citais, qui est dans l'est de la France, mais il y en a d'autres en tout cas qui s'y connaissent et plutôt que moi-même proposer des semelles qui sans être sûr que ou notamment encore des semelles on va dire quand on a remarqué une voûte plantaire un petit peu et c'est important on peut proposer différents types de semelles encore ça on va pas faire trop de mal mais comme tu dis proposer une compensation de longueur par exemple des entretoises à mettre sous les cales parce qu'on a décelé une jambe courte alors qu'en fait, on se trompe totalement dans notre diagnostic. Ça, c'est totalement possible, quoi. Donc Ouais, là, non, il mais faut aller. c'est clair. Donc, important Moi, tu d'avoir vois, vraiment cette sur, approche pluridisciplinaire avec d'autres professionnels. sur les chaussures, les seuls conseils que je peux donner, c'est quelqu'un, par exemple, qui a le feu au pied, principalement en été, bah, c'est de se dire, bah voilà, en fait, regarde déjà la semelle si tu as des aérations. Si t'as pas d'aération ou très peu, bah, ça peut influencer, augmenter le feu au pied. Ça peut être aussi un problème de circulation sanguine. Donc là, c'est plutôt la semelle avec le podologue d'intervenir. T'as aussi, moi, le premier, j'ai des pieds fins. Donc du coup, si je prends une paire de chaussures avec un seul serrage bois, bah, en fait, si je serre fort en haut,
tu vois, j'ai un problème de compression, je sens que ça me gêne, mais en bas, je limite mon pied qui est bien. Par contre, si je desserre un petit peu en haut, j'ai le pied qui flotte en bas parce qu'il y a qu'un serrage. Donc du coup, bah voilà, moi je suis passé là-dessus. J'avais pris un seul serrage bois parce que je trouvais les chaussures stylées. Esthétiquement, elles étaient belles, sauf qu'au final, avec le pied fin, ça m'allait pas. Du coup, je suis repassé sur des chaussures avec deux bois qui font que tu peux ajuster. Voilà, c'est vraiment les petits conseils que je donne, mais voilà, je m'avance pas plus parce que c'est comme la selle, on va dire, c'est un petit peu du ressenti individuel. Et il y a certains qui vont, je connais une personne qui roule en Sidi depuis des années et il changera pas parce qu'il est habitué comme ça, il a jamais essayé d'autres marques. Pour lui, c'est Sidi, ça lui convient et il rachète tous les ans le nouveau modèle, il se pose pas de questions. Mm. Ouais, tout à fait, oui. Après, c'est sûr que quand ça convient, c'est un peu comme la selle, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois qu'on a trouvé notre marque et notre modèle qui nous va bien, bon, vaut mieux des fois y rester plutôt que vouloir avoir absolument la nouvelle marque à la mode qui ne conviendra pas. Voilà, Non, mais faut c'est clair, choisir. je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, je voudrais terminer cet épisode avec, on va dire, quelques conseils clés en fonction des douleurs. Tu vois, admettons quelqu'un qui arrive et qui a des douleurs à la nuque. Toi, tu regardes quoi ou tu conseillerais de faire quoi pour essayer de soulager? Tu vois, des petites astuces ou des petits tips pour que ça aide. Ben, ouais, on va dire, il y a deux types de ouais. En fait, ce qui est assez complexe dans le vélo, c'est que on peut avoir des douleurs un peu partout, et ces douleurs Mm. peuvent être multifactorielles. Par exemple, si on prend l'exemple de la nuque, parce que si on part par le haut du dos, ça peut être très bien le guidon qui est trop bas, comme tu disais tout à l'heure, et par notamment une incapacité à mettre les mains en bas du guidon. Ça, je le remarque assez facilement chez des gens où je leur demande, est-ce que tu arrives à mettre les mains en bas du guidon? Et ils disent, oh non, non, jamais je mets les mains en bas du guidon, j'ai direct mal à la nuque. Donc là, Mm. déjà, il y a le cintre qui est trop bas. Mais ça peut être aussi en parallèle la selle qui est trop haute. Et Ouais, c'est là ouais, que ouais. ça complexifie, quoi, parce qu'en fait, derrière, si on a une selle bah, qui est légèrement trop haute, bah, ça va augmenter le drop. Ou tout simplement, bah, on aura généralement plus mal en bas du dos. Mais derrière ça, voilà, si on a un drop trop important, ben c'est pas le guidon qu'il faut relever, c'est la selle qu'il faut baisser. Et bah, pareil, si on a bas du dos, ça va être plutôt la position de la selle qui va jouer, mais ça peut être aussi le guidon. Souvent, en fait, c'est ça, c'est que j'ai fait des petits tableaux comme ça de toutes les causes, enfin, les causes et les conséquences, donc causes de douleur et puis les conséquences au niveau de la douleur. Et je me rendais compte que que je me retrouvais à mettre, par exemple, douleur au niveau de la nuque, il y avait 7 ou 8 causes Ouais, non, potentielles. ouais, ouais, je suis Et, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. je pouvais pas faire de généralité. Donc, je sais même pas trop si je peux te donner des tips comme ça, des conseils, parce que ça voudrait, au final, dans mes tableaux, en fait, je vais te dire que la nuque, en fait, ça peut être, Ouais, non, la tendinite, c'est ce que, tu vois, moi, c'est ce que je conseille quand j'ai quelqu'un qui vient ou qui veut pas faire une étude posturale, admettons, c'est s'il roule et tu vois qu'il a les bras vraiment comme ça tendus, bah, j'ai voilà, ça peut être la longueur ou le recul de selle. Et tu vois, j'essaye vraiment de donner la hauteur de selle, bah voilà, pareil, hein, la jambe, elle doit pas être en hyper extension. Voilà, c'est plutôt ça que je dirais en fait. C'est plutôt, il y a des règles en fait pour venir régler les membres inférieurs en fonction de l'angle du genou, l'angle de la cheville, des règles pour venir positionner le torse, le guidon en fonction du torse, après avoir réglé les membres inférieurs. Et tout ça, ça va permettre d'éviter les douleurs. Mais il n'y a pas un point clé qui va créer une douleur clé. Et c'est ça qui complexifie la chose, parce que si tu as mal à la nuque, je vais pas te dire c'est ton guidon qui est la cause. C'est bien faire une étude posturale. On va commencer par régler les pieds, ensuite on va regarder le bassin, et ensuite on va regarder le guidon. Et c'est peut-être l'association bassin, enfin, selle, guidon qui va permettre d'éviter la douleur à la nuque, plutôt que juste mettre un centimètre de plus en dessous le guidon, quoi. Ouais, non, Mais je suis complètement d'accord. J'avais réfléchi aussi à quel type de réponse tu aurais pu donner là-dessus et je me suis dit, mais en fait, on n'a pas de généralité à part aujourd'hui. La seule généralité, à la limite, qu'on pourrait dire, c'est sur le réglage des cales et la voilà. littérature va dans ce sens, c'est d'aligner le repère de la cale. Donc, sur Look, il est bien visible, sur Shimano, il est un peu moins visible, sur l'axe métatarse.
et Voilà. après régler l'orientation en fonction de ses pieds, comment nos pieds sont placés. Mais en soi, après, derrière, c'est vraiment au cas par cas, au compte-goutte et en fonction de la flexibilité de chacun, la souplesse. Tu Oui, vois, même oui, c'est, voilà. moi, Ouais, c'est la question que je pose, mais je dis, est-ce que dans la vie de tous les jours, t'es quelqu'un de souple ou raide? Et en fait, rien que déjà cet élément-là, le test de descendre les mains jambes tendues, si tu vois que la personne elle a déjà du mal à aller se rapprocher de ses orteils, bon bah tu te dis là il y a un gros manque de souplesse, donc du coup quand tu regardes la position, mais tu te dis ouais il y a un drop de 12, ok, bon bah en fait les douleurs à la nuque et tout, cherche pas, ça vient de là. Et là tu te retrouves avec une douille qui a déjà été coupée et tu es obligé de mettre des bagues, essayer de faire quelque chose, mais tu fais du bricolage. ouais. Bah, pour le coup, comme tu disais, le réglage de cale, c'est vrai que ça a été quand même bien démontré. Donc, mettre la cale en avant du premier métatarse, ça augmente la flexibilité, enfin l'amplitude de mouvement de la cheville et ça peut créer des douleurs au tendon d'Achille. Pour le coup, c'est peut-être la seule. Ouais, non, ça j'ai lu ta thèse, donc ça, j'avais retenu ça. Moi, j'avais regardé en Master 1, donc du coup, en fonction des chaussures, on pouvait pas aller en surengagement de la cale, je pouvais aller que en arrière, tu vois, par rapport à l'axe métatarse. Et on avait mesuré les métriques, donc est-ce que les pédales moi c'était sur les PowerTap P1, tu vois, on avait mesuré effectiveness et smoothness. Euh, Mm. J'avais aucune différence significative entre une cale qui est sur l'axe métatarse, une cale à moins 0,5, moins 1 et moins 1,5, tu vois, il y avait, au final, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas le temps d'habituation, etc. Mais en soi, en one shot, tu reculais les cales, tu faisais un test, tu pédalais, tu mesurais, tu refaisais les mêmes au même watt, on n'avait pas de différence, quoi. Mais c'est juste peut-être sur la transmission de puissance, etc. Sur des sprints, torque, on aurait dû pousser un peu plus Ouais. l'investigation, mais voilà, il n'y a pas de, voilà. Moi, aujourd'hui les cales, c'est ce que je fais, hein. Je prends j'ai les ML clips de Morphologics, donc ça va tout seul, hein. Tu connais bien, tu mets le pied, tu as le laser. Voilà, ouais. C'est top, au moins tu fais ça. La personne voit ce que tu fais, comprend le truc, se dit, ah oui, c'est là mon repère et tout. Et voilà, les cales derrière sont bien réglés, mais le reste, c'est vraiment, c'est un sport mécanique derrière. On a la possibilité de modifier plein de choses. Ouais, parce qu'après, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a fait une autre étude, je sais pas si tu as vu, qui est sortie il y a une année environ, un peu moins, sur, on faisait 1 centimètre, enfin, premier métatarse, 1,5 cm en avant, 1,5 cm en arrière du premier métatarse, Ouais. et on prenait on mesurait des métriques donc, en sous-maximal, donc le rendement mécanique, et en sous-maximal en sprint. Et moi, je m'attendais vraiment à avoir un effet particulièrement en sprint, en fonction de ce réglage de cale, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun effet significatif de ce réglage sur la performance, sur le watt développé, sur 10 secondes, je crois que c'était 10 secondes, ou 12, au niveau de la performance moyenne et du pic de watts. Donc au final, l'impact sur la performance, encore une fois, il est assez, on va dire, faible, marginal. Mais au niveau de la santé, ouais, moi je suis convaincu que ben, le réglage des cales, tout particulièrement si on règle un peu n'importe comment nos cales, les blessures elles vont arriver à 100%. Moi, Ouais, donc, si on veut vraiment simplifier le réglage de cale, on va dire, si on n'est pas en capacité de vraiment faire l'axe métatarse, c'est au moins que les deux chaussures soient réglées à l'identique, quoi. Et une bonne orientation. ouais, l'orientation. Après, à l'identique, là, il y a une chose, c'est Ouais, que ça m'est arrivé avec des le pied gauche, fois, pied droit, on peut, ouais, ouais. ouais, des personnes qui ont 1 voire 2 centimètres entre les deux pieds. Et du coup, si on met les deux cales à l'identique, ça crée un déséquilibre sous le pied et ça peut créer des douleurs. Moi, ça m'est souvent arrivé. Et souvent, c'est les gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui sont très asymétriques. Et ça concerne plus de personnes que ce qu'on ne le pense, tout comme les différences de longueur de jambe d'ailleurs, hein. On est tous asymétriques et puis bah, faut en tenir compte. Donc, ouais, faut faire attention à ça. Après, il y a une autre chose aussi, c'est que quand on règle l'engagement de la cale, ça va aussi jouer sur l'angle du genou et notamment sur la longueur effective du membre inférieur, en fait. Et c'est important de savoir que quand on recule ou qu'on avance la cale, faut un petit peu réajuster la hauteur de selle, voire éventuellement le recul de selle, même si, bon, là, Non, ça reste on est très sur faible quelques le recul de millimètres, ouais. selle, Ouais, ouais. très très faible recul de selle, voire rien. Mais en tout cas, la hauteur de selle, ben, dans cette étude-là, on n'avait pas fait ça. Et on avait mesuré la cinématique, donc les angles articulaires. On s'était rendu compte qu'il y avait quand même des grosses différences au niveau de la cinématique de plusieurs degrés quand on bougeait de 1,5 cm la cale en avant ou en arrière. Ouais, Donc, moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est assez logique au final. T'es plus ou moins avancé, donc du coup, tu te rapproches plus ou moins de l'axe
l'axe pédalier, la hauteur est impactée. Et moi, c'est pour ça que je règle toujours les cales en premier. Sinon, en fait, tu peux régler la position au 1000, au degré près dans les normes partout. Puis en fait, à la fin, tu changerais les cales et là, tu te dis, mais tu peux recommencer en arrière, tu peux refaire tout en arrière. Donc, je Ouais, commence toujours aussi par les cales. Et déjà, rien que l'état des lieux, tu vois, j'ai les plaquettes Ergon où tu clipses tes chaussures dedans et en fait, là, tu te dis, bon, voilà, t'as un client qui arrive, il a une cale comme ça, une comme ça. J'ai déjà vu des clients qui sont comme ça, 1 centimètre d'écart entre les deux. Bon, j'ai vu un peu plein de choses et en fait, tu te dis, il y a des moments, c'est un magasin qui a réglé les cales. Voilà, le mécano a juste posé les cales comme ça, il a mis sur les repères. D'autres, c'est le client, j'ai déjà vu, il arrive avec une vis en moins. En fait, tu te dis, bah, la cale, elle a bougé et il a des douleurs. Bah ouais, mais tu regardes la chaussure, il y a que 2 vis sur 3, la cale, elle est complètement en biais. Voilà, mais on va dire, je pense qu'une grosse partie des douleurs genoux, etc., souvent, c'est quand même un problème de cale qui est mal réglé. ah, ouais, pour moi, c'est la base. Il faut commencer par ça toujours. Moi, je dirais les 3 gros problèmes, souvent, c'est les cales. Ça, c'est le problème numéro 1. Le 2, je dirais, on a beaucoup de personnes qui ont limite à avoir une selle un peu trop haute. Les trop basses, c'est pas souvent parce qu'ils ont tendance vite à monter la selle, ils se sentent trop basses, mais trop haute limite. Et après, c'est la longueur, en fait, où tu te dis, bah, soit le recul est pas adapté, soit ils ont une grande potence, donc ils reculent la selle, ils avancent la selle à bloc, ou soit, en fait, ils reculent à bloc et ils sont super loin du vélo et, Ouais. Oui, oui, c'est ça, ouais. C'est pour ça que, parce que là encore, j'ai réglé un gars dernièrement, là, la semaine dernière, où il avait un vélo qui était un peu court, parce que un vélo qu'il avait récupéré, et du coup, il avait mis la selle totalement reculée à 100%. Et quand j'ai vu ça, je fais, oh là là, non, là, ça va pas, là, t'as voulu compenser ton, en fait, ton manque de longueur devant, ouais. voilà, et non, ça va pas. Donc là, le problème, c'est déjà, on commence à régler la selle, et après, on va changer la potence. Et Ah non, mais c'est c'est ça, c'est clair. Moi, j'ai c'est- déjà vu ça avec une tige de selle qui a déjà un recul de 2 plus une selle recul à bloc. Et là, tu te dis, mais ouais, en fait, la selle, elle est complètement comme ça. Et quand le mec, tu le mets sur home trainer, bah, tu te dis, là, il a le cul sur le pneu arrière, quoi. ouais, voilà. Ouais. Oui, et puis c'est vraiment les problèmes clés que je vois. Et puis simple à régler, en fait. Ah, mais c'est Déjà, clair, rien c'est qu'à clair. l'œil, on sait que, parce que le matériel, au final, les concepteurs de vélo, ils font quand même les choses relativement bien. Si tu es totalement hors norme par rapport au réglage, donc totalement extrême d'un côté ou de l'autre, c'est que soit tu es mal réglé, soit que ton vélo est pas à la bonne taille. Mais C'est ça. sinon, il n'y a pas de raison, ou alors faut vraiment, ça peut arriver, des gens comme j'ai, qui ont des très longues jambes et un court buste. Dans ce cas, il faut trouver un compromis. Mais bon, dans la majorité des cas, si on est dans l'extrême de quelque chose, c'est quelque chose qui Non, cloche. c'est ça en fait. Avant de penser position, quand on achète son vélo, il faut anticiper la position et se dire, bon bah voilà, je vais décortiquer la géométrie par rapport au vélo que j'ai actuellement. Est-ce que je suis bien posé? Ok, bah celui-là il va être plus longtemps. T'as l'angle du tube de selle, la hauteur de douille, mais voilà, tu vois, c'est les choses aussi que je fais dans l'étude posturale. C'est plutôt le conseil et explication sur la géométrie. Mais au final, c'est comme une voiture. Tu vas l'acheter avec des options. T'as plusieurs options que tu choisis. Bah là, le vélo c'est pareil. T'as plusieurs tailles. Ok, c'est pas juste 54, 52, 56. En plus, en sachant que ça, il y a beaucoup de modèles où S, M, L, XL, entre les marques, ça correspond pas. Un M va être un 54 chez certaines marques, alors que chez d'autres, c'est un 52. Chez certains, c'est pas 52, c'est 51,5. Le 54, on est plus sur un 55, et le 58, c'est un 59. Oui, Donc, faut tout décortiquer pour anticiper. Et comme on le disait tout à l'heure, en plus, avec le combo intégré aujourd'hui, si d'ailleurs tu dois direct pour demander, bah voilà, ça va être un 130 qui va être livré dessus, bah prends peut-être en potence 110, parce que vu la longueur, t'es un centimètre plus long, anticiper ça parce qu'après, bah, ça fait un coup et quand on veut améliorer sa position ou corriger sa position, bah, on se retrouve bloqué parce que le cintre est livré comme ça, on ne peut pas en avoir d'autres et ça coûte 500 € pour le changer. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Non, je pense que ça va faire un bon petit épisode là j'espère que les auditeurs vont un peu checker leur position, notamment par exemple l'inclinaison de la selle, etc. et qui vont se poser des questions de position, peut-être d'aller vérifier leur cale aussi. Ça va leur amener de la discussion. Est-ce que toi tu rajouterais quelque chose sur la partie position? Euh, Comme ça, non. Après, c'est vrai que s'il y a des personnes qui ont des demandes sur parce on est passé assez vite, par exemple, sur les règles, par exemple, on a parlé d'angle, mais on est passé assez vite là-dessus, ou des conseils sur comment se positionner eux-mêmes, des règles de base, parce que, par exemple, pour l'entrejambe. Bon, moi, je reste disponible pour échanger aussi là-dessus.
C'est vrai que, comme je disais, voir un professionnel du positionnement, c'est l'idéal, mais il y a des petites règles que soi-même on peut faire. Donc, voilà, Oui, c'est des petites, moi, idem pour moi. Du coup, toi, si on veut te contacter, tu préfères par quel réseau? par mail, vous pouvez me contacter geoffrey.milliourt@free.fr ou voilà, ça me permettra moi de répondre à vos questions. C'est vrai que comme je disais, on a écrit un livre et c'est malheureusement qu'il n'est pas encore sorti. Mais en fait, quand il sera sorti, toutes les réponses, enfin, en fait, tout ce dont on a parlé, c'est dedans, avec des schémas, des tableaux de règles ou de pathologies, comme on a parlé, des choses qui, dans un podcast, en fait, survolent un petit peu. Mais bon, j'espère qu'il sera très vite disponible. Et Ah, puis ben si, sinon, en fonction des retours, on pourra refaire un podcast vraiment un peu plus pointu s'il faut sur le côté positionnement. Et moi, je compléterai aussi du coup le livre. Il y a le livre de Phil Burt qui a été traduit en français, qui est ah vraiment oui, pas mal, merci. qui est plutôt pas mal, ouais. Phil Burt, qui est du coup, c'est lui qui faisait les positions chez Ineos et chez Sky à l'époque du coup, puisque maintenant je crois qu'il est retourné chez British Cycling, mais je suis pas sûr qu'il soit encore avec Ineos. Mais son livre est vraiment pas mal. Il balaye un petit peu tout et en fait, je pense qu'il balaye un peu tout ce qu'on a déjà dit, les douleurs, etc. Lui, il a des tableaux aussi sur la fin de douleurs avec les Oui. possibilités, comme on a dit, réglage de cale. Il a mis des angles pour la cinématique. Euh, voilà, de toute façon, si quelqu'un veut, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de corriger des positions entre guillemets à distance. Aujourd'hui, on a tous des iPhones ou des smartphones qui mesurent facilement à 60, 120 images secondes. Donc, du coup, derrière, tu prends Kinovea, qui est un logiciel gratuit. Tu Oui, peux faire très une bien. mesure. Ouais, Voilà, on va dire, c'est pas aussi pointu qu'à l'instant T ou quand tu es devant moi, je peux te placer mes repères bien où il faut, mais à distance, ça permet de donner des grosses indices et de pouvoir orienter la personne. voilà, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Faut pas hésiter. Puis bah voilà, et surtout essayer de le faire. Enfin, je veux dire, faire quelque chose, quoi. Ouais, Positionner son vélo de façon comme il arrive, paf, on monte dessus, c'est vraiment pas la bonne solution. Enfin, déjà régler la selle, les glycales, c'est très très important. Et puis, Non, c'est ça, de se poser des questions de sa pratique et de faire attention à son matos. Il n'y a pas que l'entretien, mais il y a aussi pour moi, c'est le point clé. Tu, voilà, c'est comme tout. En voiture, tu règles ton siège avant de conduire parce que sinon, t'as vite mal aux jambes ou t'as mal au dos, à la nuque parce que t'es trop loin des pédales, t'es avancé. Bah, sur le vélo, c'est exactement pareil, sauf que on a plus de plages de réglage encore. mm, c'est ça, tout à fait. Ah, je te remercie pour ce podcast. J'espère que on a répondu à des questions et s'il faut, on refera un autre épisode. Donc du coup, je vais mettre l'adresse mail de Geoffrey dans la description pour que vous puissiez le contacter. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre en commentaire ou contacter Geoffrey directement. Merci à toi, Geoffrey. Bah, merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir. Merci encore, Geoffrey, du coup, pour ce super podcast sur la position. Donc, vous pouvez retrouver Cyclisme Performance sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur le site internet cyclisme-performance.com. À la prochaine!